Yes, sir. On finit pour la dernière partie avant la présentation du protocole. Donc, on va faire les trois dernières étapes ensemble dans la même présentation. Donc, la gestion de l'accès aux soins et concevoir, diffuser et réviser le protocole. On va y revenir dans pas long. Donc, au niveau de la gestion, là, il n'y a pas grand-chose qui change vraiment de votre cours de premiers soins. On applique le protocole vérifier, appeler, secourir. Si on a besoin d'immobiliser la colonne parce qu'on suspecte une blessure à la colonne, on le fait. On demande à l'athlète d'arrêter toutes les activités physiques ou de stimulation, là, par exemple les jeux vidéo et tout ça. Puis, au besoin, donc si on fait un parallèle avec l'autre capsule, s'il y a des signaux d'alarme, ben, on le transporte vers l'hôpital ou on fait appel à l'ambulance. La personne peut dormir, je l'ai mis en gras souligné avec des points d'exclamation. C'était un mythe, on disait les gens, il ne faut pas qu'ils dorment, ils ne se réveilleront pas. C'est absolument faux. Les gens peuvent dormir. La première heure, peut-être que je préférais que non, mais passer ça, qu'on est sûr, on n'est jamais sûr en fait, mais quand on suspecte fortement que c'est une commotion cérébrale et non pas une lésion plus grave, si l'athlète veut dormir, par exemple, vous êtes dans l'autobus, vous revenez d'un camp, l'athlète veut dormir, ben on le laisse dormir, puis il n'y a aucun problème avec ça. Il existe différents protocoles qui reviennent pas tous du pareil au même. En tout cas, souvent, c'est pas le protocole, mais le format qui change. J'en ai mis deux à l'écran. Celui qui est ici, celui-là, c'est celui de l'INES que je vous ai présenté rapidement dans l'autre capsule. Donc, je vous encourage fortement à aller regarder ce document qui va être dans vos références, de le télécharger. Et ce qu'ils font, et ça c'est vraiment intéressant, et c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'on met le retour aux activités intellectuelles en parallèle avec les activités physiques, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était vraiment retourne à l'école, puis quand ça sera fait, tu retourneras à l'activité physique. Ils utilisent présentement la même approche avec le COVID. Et on a vu avec les conventions cérébrales que c'était plus efficace de faire les deux en même temps. Donc, j'encourage le gouvernement à retourner les gens à faire du sport. C'est bon pour la santé mentale et physique. Donc, sur ces douces paroles, il y avait ici, on a un peu le même principe là, qui était dans un autre protocole qu'on avait utilisé à l'école. Donc, on se repose pendant les premières 48-72 heures. On reviendra sur cette petite notion-là éventuellement. Et on commence les activités physiques progressives. Souvenez au tout début, dans la capsule 2, j'avais parlé là, de la diminution du flot sanguin cérébral. Eh bien, le but de faire des activités physiques et mentales légères, c'est d'augmenter la circulation sanguine, donc d'augmenter le flot cérébral et de le ramener à sa norme, ce qui va aider à la guérison de la commotion cérébrale. Ce qu'on veut pas, c'est une augmentation des symptômes. Donc, la notion seuil des symptômes qui guidera la progression à travers ces étapes, c'est excessivement important. Et ensuite, là, toutes ces étapes se suivent. Vous êtes capable de lire, mais grosso modo, c'est d'y aller progressivement. C'est des marches d'escalier, activité légère, activité aérobique individuelle légère, activité individuelle spécifique au sport ou à l'activité physique, entraînement plus exigeant, entraînement sans restriction et finalement le retour à la compétition. Chaque étape a un minimum de 24 heures, mais n'a pas de maximum. Donc un athlète peut être pris à une étape pendant un bon moment jusqu'à temps que les symptômes diminuent. Normalement, là, avant l'entraînement sans restriction, on devrait ne plus avoir de symptômes du tout. Et évidemment, il est de retour à l'activité intellectuelle, soit le travail ou l'école. L'accès aux soins, on va jaser de ça, vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est très spécifique aussi au Québec. Donc, si vous vous promenez ailleurs, ça se pourrait que ça soit différent. Je vous ai parlé déjà des red flags, donc des drapeaux rouges. Super important. Vous identifiez un drapeau rouge ou ce qui vous semble être un drapeau rouge, on appelle le 911. Okay? Dès que l'apparition des symptômes, vous devez le faire évaluer par un professionnel de la santé. Ce n'est pas obligatoirement un médecin, un thérapeute du sport, un physiothérapeute qui a des compétences en gestion de commotion cérébrale pourrait faire la gestion et la prise en charge de la commotion cérébrale. Par contre, s'il y a une aggravation des symptômes suite à la présentation initiale dans les prochains jours, ça serait bien d'aller reconsulter.
Pour les adultes, s'il y a une présence sans amélioration, et le mot-clé ici, c'est vraiment sans amélioration. Donc, s'il y a toujours des symptômes au-delà de 14 jours et que ça stagne, on va consulter. En pédiatrie, donc pour les plus jeunes enfants là, de moins de 13 ans, on va utiliser 30 jours ou 28 jours, là, ben, un mois. S'ils ont des symptômes pendant plus d'un mois, c'est là qu'on va les envoyer voir le médecin. Okay? Ils peuvent l'avoir vu initialement, mais on va retourner voir le médecin et les suggérer que, avant de commencer le retour sans restriction, d'avoir une consultation médicale. Les différents aspects, là, donc la commotion cérébrale évolue. En 80-90% des cas, les commotions cérébrales durent 7 à 10 jours. Donc c'est relativement simple. On a les évolutions longues et on a ce qu'on appelle le syndrome post-commotion cérébrale. Donc ça, c'est des commotions complexes qui vont durer pendant des mois. Et là, c'est là qu'on rentre dans une approche multidisciplinaire qui vont faire différentes thérapies. Et ensuite, finalement, il y a l'encéphalopathie chronique traumatique qu'on a déjà parlé précédemment. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les facteurs aggravants, super intéressant. Bon, on a dit les signaux d'alerte, évidemment. Donc, tout ce qui est perte de conscience, amnésie, confusion, sont en fait des facteurs aggravants au niveau de la sévérité de la lésion. Donc, on va considérer que ces symptômes, que ces signes-là nous indiquent un trauma plus sévère qu'une commotion cérébrale. Les symptômes persistants, on vient d'en parler, doivent retourner consulter un médecin ou leur professionnel parce que ça nous indique que le processus de guérison en cours ne fonctionne pas. Donc, il faut trouver une autre méthode. Ensuite de ça, les facteurs propres à l'individu. Les migraines, la problématique, c'est qu'il y a déjà un problème de maux de tête, entre autres, ou de gestion des hautes cervicales. Les migraines aussi vont poser un problème au niveau du diagnostic. C'est ça qu'on va voir. Au niveau du TDA, le TDA ou le TDAH n'est pas un facteur aggravant au niveau de la récupération. En fait, légèrement. Ça va être un facteur aggravant au niveau de l'épidémiologie. Donc, ces gens-là vont avoir plus de commotion cérébrale. Pas parce qu'il y a une différence au niveau du cerveau, juste par leur nature plus hyperactive qui entraîne plus de blessures. Ça a été prouvé entre autres par une étude française. Au niveau du TDA, la récupération peut être plus difficile parce qu'ils partent déjà avec un problème de concentration, mais le processus de guérison reste le même. Même chose pour les troubles d'apprentissage. Au niveau des dépressions, des autres conditions psychiatriques, on peut voir une augmentation des symptômes lors de la récupération, particulièrement au niveau de la dépression chez les jeunes athlètes. On leur retire le droit de l'activité physique et ça va augmenter les symptômes dépressifs. Et le nombre de commotions cérébrales dans le passé fait aussi que la récupération est plus difficile. On va dire normalement que si une personne a 2 commotions dans la même année de cesser les activités à haut risque, les commotions qui sont rapprochées dans le temps aussi, là, habituellement, c'est pas très bien ça. On a aussi des jeunes athlètes là, des athlètes de 16-17 ans qui ont 7-8 commotions cérébrales. Là, c'est très difficile à gérer dans leur cas. Okay? Les sports, les différents types de sports sont effectivement des facteurs aggravants. On en a déjà parlé au début dans la prévention. C'est pas une grande surprise qu'il y a plus de commotions cérébrales au football qu'au ping-pong. Okay? Je vous apprends rien aujourd'hui. Sinon, si vous avez de ces symptômes aggravants-là, de ces facteurs aggravants-là, vous pouvez, votre seuil pour l'envoyer consulter va être peut-être moindre, mais on finit quand même tous à aller consulter un professionnel parce qu'on veut avoir une idée de quoi faire avec ça. On va modifier, le professionnel va modifier un peu son approche, par exemple dans un sport de contact, on va modifier un peu notre approche pour le retour au jeu qui va peut-être être plus prudente. Ceci étant dit, c'est du cas par cas et je ne baserai pas mon évaluation seulement sur des facteurs aggravants. On va les considérer, mais on va se fier beaucoup à ce qui est présenté devant nous. Ensuite de ça, concevoir, diffuser, réviser le protocole. C'est un peu ce que vous devez faire. Je crois que vous avez un travail là-dessus. On va y revenir dans une autre capsule. Je vais vous présenter le protocole que j'utilisais. C'est une étape importante. Là. Il y a un grand texte qui suit. Donc, l'élaboration, va vous permettre de mieux comprendre votre sujet, va vous permettre de
partager à l'ensemble, soit des autres animateurs, soit des participants, de la famille, des amis, de partager des informations sur les commotions cérébrales. Ensuite de ça, ben, au moment où il y aura une commotion cérébrale, vous ne serez pas désemparé. On va optimiser la prise en charge. Vous allez avoir déjà les étapes. Vous devriez avoir aussi vos référents. Donc, est-ce que je l'envoie voir un médecin? Est-ce qu'on a un médecin référent? Est-ce qu'on a un hôpital de référence? C'est des choses qui existent. Il faut juste les trouver. Habituellement, ça se trouve bien, là, mais selon la région, il y a des hôpitaux où on va envoyer nos athlètes et d'autres non, selon les spécialités des hôpitaux. Okay? Donc, le fait de préparer tout de suite votre protocole va vous aider beaucoup lorsque un accident va arriver. Okay? Beaucoup de prévention qui est faite. Pour le dernier vidéo, qui est le préféré à Mme Sophie, on pose les mêmes questions. Mais là, en plus, à ce moment-là, on va aller regarder le mécanisme de blessure. Un autre type de blessure, oui, la commotion cérébrale, mais peut-être relié à une autre blessure. Je vous laisse regarder la vidéo. Et on va parler de prévention. Est-ce qu'on aurait pu la prévenir? Et c'est quoi votre plan? Parce que là, ça va être dans un contexte de loisir et non pas dans un contexte de sport de haute performance, comme on a vu tantôt. Donc, on va regarder la vidéo. Je vous laisse penser à vos différentes questions d'approche. Ça semble tellement une mauvaise idée. Mais... Más, dale, dale. Aquí llegó. Donc, intéressante vidéo. On a vu là, le mécanisme de blessure qui nous suggérait peut-être une blessure aussi à la colonne vertébrale. Donc, on est dans un contexte vraiment de loisir, on n'est vraiment pas dans le sport. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on conseille cette personne-là? C'est quoi nos interventions initiales? Je vous laisse cogiter à tout ça. Bon, un petit mot d'encouragement, la société compte sur vous. Agissez maintenant pour préserver l'intégrité des personnes dans votre milieu d'intervention. Vous allez être aux premières lignes, vous allez avoir un contact avec des centaines, voire des milliers de personnes. Répandez la bonne information. Si vous avez des questions et vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours me contacter. Je vous laisse mon courriel, mon Instagram professionnel où je partage mes formations puis tout ça. Vous pouvez nous suivre là-dessus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis on va revenir avec une capsule finale sur votre protocole de gestion de commotion cérébrale. Donc, merci beaucoup tout le monde et à bientôt.